Et On vient d'entendre. est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Oui. Yes, parfait. Oui. Eh ben, je me présente et puis après, je vous laisse Émilie et Mathieu prendre la suite. Je m'appelle Marie et je suis salariée de l'association Terre de Liens Hauts-de-France. Je suis basée à Lille. Euh, et donc, je fais partie d'une des trois structures qui fait partie du projet AgriBiodiv qu'on va vous présenter par la suite. Et dans le cadre de ce projet, voilà, c'est dans ce cadre de ce projet AgriBiodiv qu'on organise ce webinaire. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Émilie. Donc moi je représente Bio en Hauts-de-France et donc du coup dans le projet AgriBiodiv, moi je suis plutôt sur la partie mobilisation des agriculteurs bio et sinon je suis en contact plus particulier avec Terre de Liens sur les démarches foncières qu'on engage pour installer et conforter des agriculteurs en bio. Et donc moi c'est Mathieu Franquin, moi je suis chargé de mission agroécologie au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, donc en charge au conservatoire du programme AgriBiodiv et d'autres projets sur le lien entre biodiversité et agriculture. Donc là je vais vous dire quand même en introduction quelques mots sur ce projet-là dans lequel on- on a inscrit ce séminaire. Marie, je peux passer la diapo, voilà. Donc AgriBiodiv, en fait, donc c'est un projet donc à trois partenaires, Terre de Liens, Bio Hauts-de-France et Conservatoire d'espaces naturels, euh, qui a démarré en 2025 avec un financement de l'OFB et à la demande d'agriculteurs bio de la région qui souhaitaient être accompagnés sur la thématique de la biodiversité pour voir comment on pouvait mettre en avant la plus-value de l'agriculture biologique sur la biodiversité. Voilà, un objectif de restauration de la biodiversité dans les espaces agricoles de la région, en s'appuyant sur des dynamiques territoriales collectives entre agriculteurs, mais aussi entre agriculteurs, citoyens, consommateurs, filières. Donc, un objectif assez ambitieux qu'on a démarré cette année sur une première année, on va dire, encore assez modeste, mais qu'on souhaite faire monter en puissance. Et donc, on a mené plusieurs actions là en 2025, notamment un volet plus sur la connaissance et le développement de la biodiversité sur les fermes avec des diagnostics de biodiversité sur 5 fermes là, dans la région et un travail sur la faune du sol qui a été réalisé là, avec une stagiaire au conservatoire. Un deuxième volet et qui est plus en lien avec le webinaire aujourd'hui sur à savoir comment on pouvait ancrer, pérenniser sur le long terme les actions menées sur les fermes en faveur de la biodiversité. Donc, c'est un peu l'objet du séminaire aujourd'hui, on y reviendra. Et un troisième volet d'action sur les dynamiques territoriales, comment on peut développer des dynamiques entre les agriculteurs et en faveur de la biodiversité avec les acteurs des territoires, et réfléchir avec les collectivités, mais aussi les citoyens. Donc voilà ce qu'on a fait cette année et en quoi on inscrit ce séminaire et donc ce webinaire. Et donc aujourd'hui, on va plus parler, on va dire, d'une entrée foncière et d'outils pour voir comment on peut pérenniser sur le long terme des efforts faits sur les fermes en faveur de la biodiversité. Et donc ça, on va débuter par un retour là, par Marie, d'une enquête réalisée auprès d'un certain nombre d'agriculteurs sur cette thématique-là, là, dans la région. Et après, on s'attachera à présenter plusieurs outils fonciers avec des témoignages d'agriculteurs, donc le bail rural environnemental, l'obligation réelle environnementale, et les outils plus poussés qui peuvent être l'acquisition par terre de liens, voire par d'autres structures. Voilà, donc il va y avoir des temps de présentation. On essaiera à la fin de chaque partie d'avoir des temps d'échange. On n'est pas forcément hyper nombreux là pour l'instant. Voilà, il y a un certain nombre d'agriculteurs autour, j'allais dire autour de la table, autour des écrans en tout cas. Donc voilà, on vous demandera de vous présenter si vous souhaitez prendre la parole ou le faire dans la partie conversation. On essaiera de suivre aussi les échanges. Donc, je laisse la parole à Marie pour démarrer là sur le retour de l'enquête.
Oui, alors j'ai juste Émilie et Mathieu, si pendant que je parle, il y a des personnes qui sont dans la salle d'attente, je ne sais pas si vous pouvez les faire rentrer ou alors Oui, me dire. Donc, comme le disait Mathieu, nous, on a à Terre de Liens, on a rejoint le projet Agribotif sur cette action cet axe ancrer la biodiversité sur ma ferme sur le long terme, voire très long terme. Donc, comment je le fais pour pour maintenir tout ce que j'ai mis en place en faveur de la biodiversité, euh, même, enfin, que ça perdure même après ma transmission. Euh, dans ce cadre-là, donc il y a une petite enquête qui a été menée. Moi, j'ai rencontré 10 fermes sur toute la région, donc sur 3 départements, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans la Somme, pour conduire des entretiens d'1 heure, 1 heure et demie, euh, voire un peu plus quand mes interlocuteurs étaient fort bavards. Euh, et l'idée, c'était de discuter voilà, de ce qui a été mis en place sur la ferme. Est-ce que c'était des infrastructures agroécologiques qui étaient déjà présentes? Est-ce que c'était une démarche de la part du paysan ou de la paysanne depuis son installation? Comment est-ce que c'était venu? On a aussi parlé de tout ce qui est, enfin, de la conversion à l'agriculture bio. Est-ce que c'était un projet, enfin, c'était déjà là au projet d'installation ou est-ce que ça a été plutôt une démarche en cours de carrière? Et donc, juste sur le choix enfin, de l'échantillon et des personnes qui ont été interrogées. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un petit échantillon, donc c'est un petit peu biaisé, on va dire, puisqu'on a quand même choisi des personnes qui avaient un intérêt connu de notre part pour la biodiversité. On a voulu voir donc différentes productions et à différents stades de carrière. Est-ce que en fait cette préoccupation de faire perdurer la biodiversité sur ma ferme, c'est déjà une préoccupation au stade de l'installation, ou est-ce que c'est quelque chose qui apparaît plutôt au moment où on commence à penser à l'avenir de sa ferme, qu'on cède parce qu'on va prendre sa retraite ou qu'on cède pour une réorientation professionnelle. Et donc, ce qui ressortait de ces échanges que j'ai eus, c'est que donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient des objectifs en commun, qui étaient donc bien sûr d'installer de la biodiversité sur la ferme d'un point de vue fonctionnel à des fins agricoles, mais aussi de bénéfices, enfin, aussi pour la biodiversité elle-même, pour la vie sur la ferme, pour voilà, pour des raisons vraiment d'amour de la nature, on va dire, pour être un peu fleur bleue. Que c'est une préoccupation quand même qui s'affirme à l'approche de la retraite, enfin de la retraite et de la transmission. Donc on va quand même, voilà, on voit tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait dans notre carrière et on se dit bon bah comment est-ce que je vais faire pour que ça dure dans le temps? Et voilà, c'est quelque chose qui s'affirme, d'autant plus si on a déjà un repreneur on peut commencer à se poser d'autres questions que simplement la reprise de la ferme. Et donc là, la biodiversité et tout ce qu'on a mis en place en faveur de celle-ci entre en compte. Mais il y a différentes stratégies qui sont mises en place. Il y a pas mal de pédagogie. Quand on, Quand on se préoccupe de ces questions-là, plutôt tout au long de la carrière, on commence souvent enfin, c'est des généralités que je fais sur 10 entretiens, donc c'est quand même peu, mais la pédagogie intervient surtout bah, tout au long de la carrière et surtout si on commence jeune à se poser, enfin à l'installation, à se poser ce genre de questions, plus à être dans le dialogue, à voir, bah, voilà, faire venir du monde sur la ferme et que ça soit vraiment quelque chose qui est intégré dans toute la vie toute la vie de la ferme. Ça peut être aussi de faire appel à des outils juridiques qu'on vous présentera par la suite, mais comme le bail rural environnemental, l'obligation réelle environnementale également.
ou carrément de penser tout son système culturel sur la ferme, par exemple avec de l'agroforesterie, qui fait que, bah, en fait, de fait, au moment de la transmission, on sera, voilà, ça va perdurer sur la ferme parce que on reprend une ferme dont tout le système a été pensé euh, tout le système a été pensé autour de l'arbre, autour de la biodiversité qu'on peut y retrouver. Lors de ces entretiens, il y avait aussi été présenté très brièvement les trois outils, donc l'ORE, le BRE ou l'acquisition par terre de liens ou d'autres structures comme on peut le faire avec le SEN. Euh, Ce qui ressort du coup, c'est que l'ORE est quand même l'outil le moins, enfin, ouais, un outil qui est peu connu et que le manque de maîtrise foncière qu'on a dans la région peut faire perdre un peu l'intérêt de l'ORE au moment de la transmission. Euh, et puis, alors je ne sais pas enfin, si c'est un outil qui est complètement nouveau pour vous, mais l'idée de l'ORE, c'est d'intégrer en fait une contrainte environnementale à l'acte de propriété. Donc en fait, ça peut poser problème aussi à certaines personnes. Et ça ressemble quand même être plutôt un outil bon et utilisable par les propriétaires exploitants et non exploitants, mais pas forcément pour des personnes qui sont locataires. Ce qui conduit au fait que, pour les personnes avec qui j'ai discuté, le bail rural environnemental semble être un peu plus acceptable. Euh, et voilà. Et quant à l'outil d'acquisition, de faire acquérir ou porter du foncier par une structure tierce, est ressorti aussi le manque de maîtrise foncière qui peut freiner aussi l'intérêt pour un tel dispositif. Du coup, comme je le disais, c'est un projet pilote, on va dire. On a interrogé qu'une dizaine de fermes et du coup, ça empêche de tirer vraiment des vraies conclusions, mais par contre, ça permet plutôt d'avoir des questions et du coup de nous inviter à creuser ces questions par la suite. Mais notamment, bah voilà, est-ce que l'ORE ou les outils juridiques en fait qui sont aujourd'hui proposés qui existent, est-ce qu'ils sont adaptés au terrain et et aux situations qu'on rencontre? Est-ce qu'ils sont aussi adaptés à tout type de ferme? Et puis l'autre question que je me suis posée moi, c'était pourquoi est-ce que les outils juridiques sont plus attrayants que la pédagogie en fin de carrière? Pourquoi est-ce que voilà, on se tourne vers des choses un peu plus ouais, concrète au moment où on veut transmettre, alors qu'au moment de l'installation, en cours de carrière, quand on se pose toutes ces questions, on est plus dans la pédagogie. Je ne sais pas si ça vous amène des questions sur ce travail que j'ai fait. Et si ça ne pose pas de questions, on peut commencer à présenter les outils. Oui, je pense en rentrant dans le concret, ça amènera Ouais, peut-être plus de questions. C'est vrai que les outils fonciers sont encore pas forcément bien connus, quoi. bien Donc, connu, oui. après, n'hésitez pas hein, autour si vous pouvez soit lever la main, soit prendre la parole directement. On n'est pas très nombreux, donc ça peut se faire assez bien comme ça. Mais bon, on aura encore des temps pour échanger après si ça vous vient. Et donc, je vais vous présenter le bail rural à clause environnementale. Donc, ce que je parlais tout à l'heure de BRE, on entend aussi où on voit BRCE, donc pour clause environnementale. Donc, ça dépend voilà, l'acronyme peut varier. Donc, le BRE, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, le BRE, ça a été créé en 2006 et ça permet d'intégrer des clauses limitatives qui visent à protéger l'environnement et les infrastructures écologiques euh, sur une ferme. Et c'est opposable juridiquement, en fait, lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail. Donc, jusqu'en 2014, le BRE était réservé à certains propriétaires. C'était plutôt pour les propriétaires publics ou privés, mais d'intérêt général, et qui était agréé pour la protection de l'environnement. Donc, c'était assez limité, en fait,
les structures qui avaient la possibilité de mettre en place ce genre de bail. Et c'était aussi limité à des zones particulières comme les zones protégées, comme je sais pas, des zones humides ou quoi. Enfin, c'était limité à une localisation et un type de propriétaire particulier. En 2014, la loi s'assouplit et en fait, on permet aux propriétaires particuliers de pouvoir aussi mettre en place ce genre de bail, donc d'ajouter des clauses. Euh, sous certaines conditions et du coup ce qui permet en fait à des propriétaires donc un propriétaire de terre exploitée par exemple en agriculture biologique, il a désormais la possibilité d'inscrire le maintien de ce mode de production dans un bail qu'il va faire avec un nouveau fermier par exemple si les terres étaient déjà en agriculture bio auparavant. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis la référence du code rural. Vous pouvez aller voir l'article qui y correspond. Il y a 16 clauses environnementales. Je ne les ai pas détaillées là parce que bon, ça ne sert à rien forcément de faire une liste, mais elles sont cadrées. Enfin, on ne peut pas mettre n'importe quelle clause dans dans ce bail environnemental. Mais voilà, ça peut être, je sais pas moi, le non-retournement des prairies, la préservation, euh, enfin la non-utilisation de produits phytosanitaires, le respect du cahier des charges agriculture bio, la non-utilisation d'engrais de synthèse, enfin, ce genre de clauses. Si ça vous intéresse, je peux après voilà, je pourrais vous détailler plus les clauses si jamais c'est une de vos questions. Et du coup, je vous propose de passer au témoignage de Jean-Luc Villain qui a mis ça en place sur sa ferme lors de sa transmission. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Jean-Luc. Oui, je n'ai pas su démarrer de ma caméra, je ne sais pas. Donc, bonjour à chacun d'entre vous. Et donc, moi, je suis en retraite depuis maintenant 2 ans, pratiquement 2 ans, ça va très vite. Donc, la ferme est en bio depuis 2000. Donc, on a mis en place et on a continué de mettre en place tout un système de pâturage tournant avec plantation de haies. Donc, également avec, la ferme comptait, on était 2 associés et puis plusieurs salariés. Et puis, il y avait également, donc, il y avait sur la ferme une centaine de vaches, une bonne centaine de vaches, des agneaux, des moutons et puis un peu de culture. La ferme est assez regroupée. Donc, ça, pour moi, ça a toujours été l'objectif dans ma vie d'agriculteur, c'est qu'il n'y a aucune parcelle au-delà de 3 kilomètres, donc sur 230 hectares. Et donc, euh, ce, euh, on a, comment dire, c'est au départ, c'est à mon départ, c'est quelques années auparavant, donc lors je commençais à réfléchir sur la transmission de la ferme. En fait, l'aspect bail environnemental n'était pas venu à ce niveau-là. D'abord, c'était transmettre la ferme. C'était d'abord le premier sujet. Puis en fait, plus on avance et plus les sujets s'affinent, en fait, hein. Et donc, c'est quand, pratiquement la dernière année, il y avait encore un an, j'avais encore un an à faire. Donc, avec Henri était salarié sur la ferme. Donc, Henri, c'était mon successeur. Donc, j'entends parler, j'ai entendu parler, ben, je crois que c'est un contact que j'avais eu avec, je sais pas, si c'était l'un d'entre vous, et Oui. j'ai entendu parler de bail environnemental. Et donc, j'étais cherché sur Internet, et puis j'ai dit, ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, Je, parce que mon souci, en fait, c'est que quand on n'est plus agriculteur, en fait, même si on est propriétaire, même d'une petite partie, en fait, on n'est plus.
plus maître même de sa propriété propre, hein. Donc, elle peut revenir en agriculture conventionnelle. Or, il y avait peu de chance, mais néanmoins, on ne sait pas ce que peut devenir les événements de la vie, nous laissent quelquefois des surprises. Et donc, j'ai commencé à en parler à Henri, donc mon successeur, si on était prêt s'il était prêt à ce qu'on travaille ensemble sur un bail environnemental. J'ai aussi été voir mon notaire, qui lui, enfin c'était une dame, mais n'avait aucune connaissance elle n'avait jamais fait, et puis elle connaissait personne qui avait fait encore de bail environnemental. Et ça, donc, mais malgré tout, elle a cherché elle a cherché la documentation juridique et elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé une quinzaine de jours plus tard, et, et donc. J'ai pu commencer à travailler avec Henri et puis un peu lister. Donc, sur la ferme, en fait, ce qu'on a mis comme clause, c'est l'agriculture biologique, donc le maintien de l'agriculture biologique. Et il faut savoir que moi, j'ai été malade avec des produits de traitement. Alors, c'est aussi l'une des raisons, hein, c'est que je suis très attaché à cet aspect-là. Le fait d'avoir été, et je suis encore suivi pour des soucis liés à un problème un problème au niveau d'une analyse de sang. En fait, il y a une pointe en gamma-globulines, donc ça veut dire que je pourrais faire potentiellement, ça se diminue actuellement, plutôt, potentiellement, je pourrais faire une leucémie. Donc, suite à des contacts et des produits phytosanitaires il y a une quarantaine d'années. Hein, ça s'est déclaré 10 ans après. Et donc, alors, j'étais déjà en bio. Et donc ça, c'est un aspect de ma vie qui fait qu'on est motivé et que pour moi, c'est très important que les terres que je possède restent en agriculture biologique. D'autre part, j'ai été confronté à des problèmes de coulée de boue sur la ferme. Bon, mais il y a déjà maintenant 35 ans, 40 ans avant de passer en agriculture biologique. Alors des coulées de boue, et je vois les dégâts que ça fait, surtout les dégâts au niveau alors des dégâts bien sûr au niveau des infrastructures collectives, mais surtout, surtout le plus important, c'est toutes les meilleures terres, la meilleure terre qui s'en va, quoi. Et donc, la plantation de haies, aujourd'hui, il y a 25 kilomètres de haies irrésistibles sur la ferme, alors qu'il y en avait peut-être 2, 3 il y a 25 ans ou 30, et 25 ou 30 ans. Ouais, donc, on imagine le cheminement. Or, ces haies, alors, je suis un peu brouillon, mais ces haies, en fait, elles ont en partie été plantées, et puis maintenant, on s'aperçoit que pour la moitié d'entre elles, c'est des régénérations naturelles. Et donc, on s'aperçoit que ce sont des haies qui sont beaucoup plus solides de cette façon. Enfin, quand on peut régénérer naturellement. Alors, ça veut dire que quand on a encore suffisamment de plantes, d'arbrisseaux ou d'arbres autour de soi, on peut encore le faire assez facilement. Et donc, ces avantages, donc, j'ai- c'était l'obligation également au niveau de la haie d'adhérer à une charte de suivi j'arrive plus à retrouver le nom, le terme exact juridique. En fait, cette charte permet cette année d'avoir des aides PAC qui se montent, je crois, c'est autour d'une vingtaine d'euros. Enfin, je ne saurais plus dire. Mais C'est le plan de gestion durable de la haie, c'est ça? c'est ça, c'est exactement ça. Donc, ce qui est intéressant au travers de ce plan de gestion durable, c'est qu'on a un cadre. Un cadre également. Et donc, ce cadre doit être accepté par les membres de la structure de la ferme. Et puis, c'est vrai. Et puis, en plus, au niveau de la ferme, on est accompagné par l'atelier agriculture vélo-tirage qui a des compétences à ce niveau-là pour une aide de conseil technique, hein, tout simplement. Et donc, et puis, dans mon contrat moral, c'est que je continue à planter. Puis moi, ça me permet aussi d'être toujours actif. Je plante chaque année 500, 600, 700 mètres de haies. Et donc, je continue l'action. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, dernière chose, dernier
un contrat qu'on a dernière clause, c'est-à-dire que on a été d'accord pour garder certaines surfaces qu'on ne laboure pas. Donc, interdiction des labours sur un certain nombre de surfaces, notamment les surfaces qui n'ont jamais été labourées. Tout simplement, c'est parce qu'il ne faut pas diluer la matière organique et la faire disparaître. La matière organique, c'est vraiment le moteur de la résilience de l'agriculture de demain, quoi. C'est important. Et donc, voilà, c'était les trois clauses. En fait, je pourrais pratiquement dire qu'il n'y a pas eu de négociation. Les objectifs que moi j'avais développés sur la ferme ont été partagés par mon successeur, même si s'il agit, s'il fait les choses très différemment au niveau de la ferme. Là, actuellement, il est en train de passer avec son ex-associé, ils sont en train de passer en changement de race avec une race kiwi, et donc avec un pâturage beaucoup plus important. Et donc, mais au contraire, ça va encore plus dans le sens que j'ai adopté, que j'ai commencé à adopter il y a une trentaine d'années. Donc, en fait, il y a pas, pour moi, il y a plusieurs clés. Donc, pour mettre en place un bail environnemental, c'est important, qu'il y ait un accord, qu'il y ait un accord entre son successeur et puis puis soi-même, hein. Enfin, et puis donc, et pour qu'il y ait un accord, il faut que la ferme tourne quand même, elle nourrisse ses associés, quoi. Faut qu'il y ait du revenu, enfin, et puis il faut que ce revenu soit lié à cette cohérence qu'on a mis en place. Oui, j'ai Euh, l'impression, Jean-Luc, voilà. du coup, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que c'est pas parce qu'il y a un outil foncier au service de l'ancrage de la biodiversité et de l'agriculture biologique que c'est pas pour autant qu'il faut continuer et il faut aussi voir ça dans une perspective pédagogique et Oui, oui, d'échange avec le repreneur. oui, oui, ça c'est important. C'est très très important. Et en fait, en sachant que on est tous mortels, enfin c'est con à dire ça, hein, mais ici, hein, surtout, on parle de repreneurs, on parle de jeunes qui s'installent. Mais les accidents d'aller de la vie existent et j'ai des amis en fait qui ont cédé leur fils, mais pas dans la région. Et puis le fils est décédé et puis la ferme elle est partie. Et là, c'est garder une certaine maîtrise aussi des surfaces qu'on a converties il y a quelques années. Ça, pour moi, c'est important. Ça, c'est mon niveau personnel. Puis pour Henri, c'est aussi, je pense, enfin, c'est peut-être psychologique, hein, c'est le fait alors je suis plus du tout sur la ferme. Par contre, je garde un pied au travers de l'entretien et la plantation de haies, et je garde un pied au travers de la vente de viande que je fais toujours actuellement. Donc au travers de la communication que j'en fais. Mais c'est tout, je n'interviens plus du tout sur la ferme. Et donc, et le bail, en fait, m'a permis c'est peut-être le fait d'avoir travaillé un peu ensemble sur le comment on allait, donner un cadre juridique, ben, ça permet de travailler sur d'autres choses et de garder une activité après je sais pas si je m'explique bien, garder une activité après la retraite parce que, en fait, c'est très surprenant, mais une fois qu'on est retraité, on n'est plus rien. Hein, si on peut ne plus être rien. Et on peut être complètement exclu de la société. Et c'est important de rester d'être toujours acteur de sa vie, quoi. Et puis être acteur, pour moi, c'est très important. Enfin, voilà. Euh, Merci beaucoup, pour moi, c'est très clair en tout cas, ce que tu as pu présenter. Donc, il me semble qu'on s'était effectivement, on avait pris contact tous les deux, et puis après, on avait fait le relais aussi avec Terre de Liens, Oui, parce que oui, c'est ta ça. préoccupation, c'était effectivement d'avoir des outils pour préserver la ferme en bio et la biodiversité sur la ferme, et on t'avait orienté vers les deux dispositifs, Oui, BRE et ORE. oui. Du coup, le choix du BRE s'est imposé par rapport à l'ORE. Mm. Est-ce que, il y a des choses qui t'ont tout de suite bloqué par rapport à l'ORE et ou c'est plus par rapport à la dimension location et du coup le BRE s'imposait de fait.
Oui, le BRE s'est imposé. En fait, le RE, c'est vrai, j'ai regardé, mais ça correspondait pas forcément à. C'était, enfin, je m'excuse, hein, ça fait déjà 2 ans et je suis plus forcément dedans. Mais le BRE, enfin le bail c'est quelque chose de beaucoup plus concret et donc et on peut faire intervenir parce que je crois qu'il faut un troisième entre parenthèses larron enfin quand on crée un ERE. Euh, et, euh, et moi, j'aime bien connaître en fait les gens avec qui je crée des contrats. Et, et c'est pas pour ça que j'ai pas, je suis pas contre, mais je suis toujours un petit peu méfiant. C'est peut-être ma nature. Mais donc, par contre, là, actuellement, ça fait 6 mois qu'on est en train de réfléchir à recréer des mares dans certaines parcelles plutôt qu'une adduction d'eau qu'on amène. Et là, j'avoue qu'actuellement, j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai un peu de mal. Non, ça me semble un peu, avec la rétention des crédits, ça me semble un peu plus difficile actuellement. Mais je me trompe peut-être, hein. Et donc, euh, ouais, non, le bail me convenait très bien. Puis après, ce que j'ajoute, c'est que j'ai entraîné également d'autres propriétaires dans cette démarche. C'est-à-dire que j'ai mon frère qui a également des propriétés sur la ferme. J'ai également une tante qui a également des propriétés. Et donc, tous les trois, donc on s'est engagé dans cette démarche, si bien qu'aujourd'hui, c'est la moitié de la ferme qui est concernée par cette démarche. Pour moi, c'est important. Et donc, pouvoir entraîner d'autres. Et je suis convaincu que j'aurais pu entraîner. J'ai un autre propriétaire avec qui j'ai parlé de ça. Il m'a dit, ah, pourquoi tu m'en as pas parlé? Et puis, en fait, on s'aperçoit que les propriétaires sont assez sensibles. Alors, peut-être dans ma région, hein, sont très sensibles à cet aspect environnemental et la pérennité de leur bien, entre parenthèses. Et j'ai eu l'occasion, justement, juste avant de partir en retraite, des propriétaires sont venus me voir pour reprendre leur pâture pour éviter qu'ils soient labourés. Alors, il s'adressait uniquement à moi, il n'allait pas voir d'autres. Alors, j'ai pu on a pu s'agrandir de cette façon-là, mais après, on ne prend pas tout, hein. Enfin, faut savoir rester modéré, enfin, faut savoir se modérer. Mais enfin, on est dans une région aussi particulière. On se situe à la limite des Ardennes, donc au nord de l'Aisne. Et donc, c'est une région qui est initialement herbagère, qui a beaucoup été, entre parenthèses, labourée dont une partie des terres est exploitée aujourd'hui par des céréaliers qui habitent à 20 ou 30 kilomètres. Et Mhm. ça, certains propriétaires ne le supportent plus. Ouais. Merci Jean-Luc. Il y a Marie qui lève la main. Oui, moi j'avais une petite question, mais vous avez commencé à y répondre en parlant du coup d'entraîner ou d'engager d'autres propriétaires avec vous. Mais c'était justement sur la surface qu'a repris votre successeur, enfin la maîtrise foncière du coup que vous aviez, ou combien de propriétaires vous avez sur Oui, donc, sur ouais, votre ferme, et du coup, oui, à quel point il a été possible de mettre en place le BRE. ouais. En fait, combien de propriétaires? Je pense qu'on est une dizaine de propriétaires. Moi, enfin, pour ce qui me concerne, avec mon frère et puis une tante, ensemble, on a une centaine d'hectares. Donc sur les 230 actuellement, en sachant que sur la centaine d'hectares, après sur les 130 hectares autres, il y a une douzaine d'hectares, les propriétaires, pour avoir le bail, donc c'est interdiction de labourer, interdiction d'arracher les haies, donc entretien de haies. Donc en fait, il n'y a pas de bail environnemental, mais il y a un contrat en fait avec une pénalité financière qu'on a accepté si on abattait certains arbres.
Il y a deux autres propriétaires, donc j'en ai parlé d'un, donc qui n'était pas banal. Donc deux autres propriétaires qui concernent 25 hectares ou 26 hectares, qui m'ont un peu reproché de ne pas leur avoir parlé de cet aspect-là. Et puis, mais il y en a n'était pas concerné puisque en fait, il louait déjà mon autre associé, donc on pouvait pas, il pouvait pas changer de bail. Et puis les autres surfaces en fait sont louées à l'associé avec qui j'étais, la personne avec qui j'étais associé, et donc pour lequel on n'a pas changé les clauses de loup, quoi. C'est, en fait, mais quand on regarde la ferme, les surfaces concernées, vraiment les surfaces stratégiques qui sont autour des bâtiments. Et donc, elles concernent essentiellement des prairies donc, qui sont actuellement travaillées en pâturage tournant dynamique et sur lesquelles le troupeau laitier va et sur lesquelles les génisses et les veaux vont également. Donc, Euh, il y a pas, il y a pas de possibilité de retour en arrière, entre parenthèses, pour les autres surfaces, en fait. Mhm. C'est ça que ça veut dire. J'avais une question aussi, à moins que d'autres personnes aient une petite Oui, question, mais d'un point de vue pratico-pratique, tu Oui. as trouvé une trame de texte? Enfin, comment ça se passe vraiment d'un point de vue très concret? J'ai trouvé une. Une trame de texte de BRE, je pense que on avait peut-être transmis quelque chose du Oui, côté de, enfin, il y a Terre de Liens. j'avais demandé, et c'est au travers de. Excuse-moi, c'est l'un ou l'autre. Vous êtes à. C'est pas la Confédération paysanne, mais c'est le. Ah, comment ça s'appelle? Il a un autre. Initiative paysanne, peut-être. Initiative paysanne. C'est au travers de l'initiative paysanne que j'ai eu une trame et que je pense qu'au niveau de au niveau de l'association bio, vous m'avez transmis cette trame-là. Et puis j'ai eu Qui cette venait de Terre de trame-là Liens. et qui venait de Terre-de-Liens. Non, mais Ouais. comme quoi le réseau est très important. Et puis j'avais eu une trame juridique cette fois-ci avec par mon notaire qui m'ont donné. Elle m'a pas donné d'exemple, hein, mais simplement elle m'a envoyé les textes qui en fait étaient pratiquement les textes que vous m'avez fournis, hein. C'était intéressant que le notaire aussi s'investisse. Ça veut dire qu'il s'investit. S'il me l'a envoyé, il s'est investi. Et donc j'ai eu aucun souci avec le notaire pour qu'on puisse pour qu'elle écrive elle écrive les bouts et puis que les fasse signer. Donc j'ai pas vraiment eu aucun souci. Et donc depuis ce temps-là, je la revois bientôt. Je pense elle a pas fait de nouveaux baux environnementaux, ça, je pense pas. Mais c'est intéressant parce que c'est intéressant parce qu'au-delà de l'aspect juridique, c'est on crée un dialogue aussi avec son successeur. Et ça, c'est intéressant parce que ça oblige à exprimer le pourquoi on est en bio. En fait, il y a le pourquoi des choses, le sens ça donne le sens des choses qu'on a fait. Et donc, lui, il faut qu'il trouve également un sens. Et donc, ça peut lui permettre enfin, ça peut aider, quoi. Ça peut aider. Mm, mm. Ouais, et quand on a une discussion profonde, en fait, on- les choses sont un peu différentes après. Je vois Mathieu qui levait la main. non, non, c'était voir, est-ce qu'il y a des questions là parmi les participants là par rapport au témoignage là très intéressant là de Jean-Luc? Les gens qui se posent des questions sur la mise en place de BRE, Séverine, oui. Oui, moi, c'est juste une question par rapport à la remarque que tu faisais entre le choix entre le BRE et l'ORE, où tu as dit, si, à moins que j'ai mal compris, que tu avais préféré le BRE par rapport à l'assurance de clauses plus précises d'un point de vue technique. Est-ce que tu peux juste un petit peu approfondir si c'est
pas trop éloigné dans tes souvenirs. Oui, je ne suis pas atteint encore de la maladie d'Alzheimer, mais Non, non, on je se suis pas du souvient, tout sous-entendu ça, excuse-moi. je pense pas. Mais honnêtement, j'ai un peu de mal pour de me rappeler réellement le pourquoi on n'a pas retenu le RE. Euh, je pense que ça me parlait moins, mais je peux pas vous dire. D'accord. Je peux pas répondre. Hein, Ok. Bah, excuse-moi. oui. Hein. Non, non, Bon, merci. on va y venir de toute façon plus en détail à l'ORL là, juste après. Ça permettra aussi de relancer le débat après. Il y a Raphaël, Raphaël qui... on Raphaël, t'entend pas? on On n'entend pas. n'entend pas. Ouais. Non, ça marche pas. Pouvez m'entendre? Ah C'est oui. bon? Ah oui, là, c'est bon. Euh, la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a eu des conflits et à certains moments ou pas? Et comment est-ce que tu les as résolus s'il y en Ouais. a eu? Oui, oui, quand on est dans un GAEC, la question conflit, elle est quand même présente. Hein. Faut pas, euh, vivre avec d'autres, c'est pas des choses forcément toujours simples. Euh, déjà vivre avec sa femme, quelquefois c'est pas simple. Donc, ou son conjoint. Mais c'est vrai qu'on a eu des conflits au niveau des GAEC qui remontent à la séparation d'un des associés il y a une douzaine, il y a maintenant 12 13 ans. Un associé qui est parti. Et donc, ça oblige à écrire beaucoup plus, à écrire les choses. Et je sais que à l'époque, un exemple précis, le bureau de la ferme, dans lequel je suis là aujourd'hui. Le bureau de la ferme, c'était une habitation qui m'appartenait, que j'ai fait refaire. Et donc, par contre, le bureau en lui-même a été aménagé par le GAEC. Donc, et lors du départ d'un associé, de cet associé il y a 13 ans, la chance, c'est qu'on avait écrit tout ça sur qui avait construit le bureau, qui a fait quoi, et puis le principe de l'amortissement. Si bien que quand il y a un départ d'associé, en fait, il y a qu'à reprendre l'article, et c'est assez simple. Et donc, moi, j'ai retenu que quand il y avait des conflits, en fait, c'est important que l'écriture, c'est quelque chose d'important. Donc, et une fois que c'est écrit, c'est et écrit aussi dans d'un terme et le faire vérifier un homme de loi, enfin, parce que quelqu'un qui est compétent. Ça permet que les choses se passent beaucoup mieux. Et puis quand il y a une question justement par rapport que je sais que on peut imaginer une question par rapport à une surface qu'on doit labourer, qu'il faut labourer parce qu'il y a un problème particulier. Je suis pas fermé, on peut en parler. Hein. Et donc et le fait que ce soit écrit, en fait, on se tourne vers le propriétaire, donc que je suis. Et moi, je suis pas fermé. On peut très bien réfléchir à ce sujet-là. Par contre, pour revenir en non bio, là, ça sera beaucoup plus difficile. Je, je pense que là, je n'aurais pas, j'aurais beaucoup plus de difficultés. Mais non, mais il y a, euh, je crois que c'est important c'est d'écrire quand on était en GAEC aussi, en fait, les comptes rendus, on se réunissait assez régulièrement et les comptes rendus de réunion, on avait un compte rendu à chaque fois. Enfin, et quand on n'a pas fait des comptes rendus, alors c'est là qu'il y a eu des problèmes, en fait. Je- Mais c'est pas simple, hein. C'est très dur, en fait, de vivre la vie sociétale a des règles et ça, c'est pas forcément simple. Et puis un homme ou une femme, on évolue dans le temps. Enfin, j'imagine que Henri ne sera plus dans 4 5 ans, 6 ans. Ben,
On change, en fait, on change personnellement parce que bah, c'est les accidents de la vie, parce que c'est des choses. Et le fait d'écrire les choses, c'est important. Enfin, ça permet de. On imagine un divorce, on imagine tout ça, hein. Donc, le fait d'écrire, ça, c'est essentiel, quoi. Ouais, c'est pas J'avais- parce qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a de la confiance qu'il doit pas y avoir aussi ces traces écrites. Au Souvent, on contraire. a l'impression de se dire, bah oui, mais tu me fais pas confiance, donc si t'écris, c'est que tu me fais pas confiance. Et loin de là, j'ai l'impression, d'après ce que tu disais, Jean-Luc. Ouais. ouais. Le top là, entre la main du marchand de vaches qui achète la vache, il est derrière nous, hein. Ouais. Hein, c'est- Effectivement, et du coup, excusez-moi, du coup, je reprends un peu la main pour qu'on tienne aussi les délais, mais sur cette partie d'écrit, pour faire le lien avec le BRE, c'est que, ben, alors je ne sais pas si vous l'avez fait sur l'affaire, mais il y a une partie état des lieux aussi qui est nécessaire, et oui, notamment oui, si on se dit, on veut maintenir, par exemple, les haies ou quoi, ben, faut les cartographier, les noter. ouais, tout à fait. Nous, en tant que conservatoire, c'est qu'on signe des BRE avec des agriculteurs, et C'est au tout à moment où fait. on signe, on a discuté, on est en confiance et des fois on n'est jamais assez précis. Mm. Et c'est des fois 10 ans ou 15 ans après qu'on se rend compte qu'on n'a pas été assez précis sur l'état des lieux, qu'on n'a pas bien écrit et que quand le conflit arrive, bah, si c'est pas écrit, juridiquement, ça n'existe pas, quoi. Donc, C'est effectivement, c'est un peu fastidieux, il faut être précis dans ce qu'on c'est rédige dans l'état l'intérêt de des la lieux. charte. C'est l'intérêt de Mm. la charte pas concernant les. Pour Donc les, ça, ouais. c'est là qu'on est charté. En fait, il y a vraiment une description précise qui est faite de l'état des haies, et ça, c'est vraiment très intéressant. Mm. Euh, du coup, est-ce que vous avez encore des questions ou on continue un petit peu sur ORE et comme ça, vous allez pouvoir aussi voir la différence entre ces deux outils. Ouais. Faut qu'on C'est bon? continue, sinon on va Ok, vous super. tenir un peu longtemps. Merci beaucoup, Jean-Luc. Oui, merci aussi. Ouais. Du coup, donc, pour l'ORE, donc on a déjà commencé à en parler. C'est vrai que c'est un outil qui est moins connu que le bail rural environnemental parce qu'il est beaucoup plus récent. Il a été initié dans la loi biodiversité de 2016 et mis en œuvre relativement récemment. Il y en a assez peu en France encore aujourd'hui des ORE. Donc ORE, ça veut dire obligation réelle environnementale. Et c'est moins connu aussi parce que c'est au final quelque chose d'assez innovant dans le droit français. Quand on parle de réglementation environnementale, c'est que là, on est sur un contrat qui est assez libre, qui est régi par le droit civil et qui est innovant parce que c'est la première fois qu'on autorise un propriétaire à se gréver de façon volontaire des obligations en matière de protection de l'environnement. Donc, je veux dire qu'un propriétaire peut intégrer et faire attacher à son bien. Donc, et c'est important, c'est bien les obligations, elles s'attachent à, à un bien, à une propriété, des obligations en matière de protection de l'environnement, et ça, c'est bien défini dans le texte. On peut pas. Les obligations, elles doivent concerner le maintien, la conservation, la gestion, la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctionnement écologique. Et donc, on est vraiment sur cette question de biodiversité et de fonctionnement écologique. On ne peut pas forcément mettre des clauses en dehors de ça. Et c'est des mesures qui sont dites réelles, attachées à un bien. Et donc, vu que ce contrat, il attache ses obligations à un bien, elles peuvent être pérennes, et c'est là tout l'intérêt de l'ORE. Et, et là où elle peut faire peur aussi dans certains cas, c'est que, on peut la faire durer sur jusqu'à 99 ans, elle s'attache au bien, et donc elle est transmissible avec le bien aux futurs acquéreurs. Donc c'est voilà, c'est un avantage, ça peut faire peur. Euh, donc tu peux passer la diapo suivante. Donc concrètement, une ORE, donc il faut un propriétaire volontaire, mais il n'est pas tout seul, il faut qu'il signe ce contrat avec un co-contractant qui qui est une personne morale, c'est pas une personne physique, et qui peut être soit une collectivité publique ou un établissement public, donc concrètement une commune, une intercommunalité, le conservatoire du littoral, par exemple, ou une personne morale de droit privé garante de la protection de l'environnement, donc une association de protection de l'environnement, comme un conservatoire notamment, ou d'autres types d'associations de protection de l'environnement.
du réseau France Nature Environnement ou autre. Donc voilà, aujourd'hui en France, voilà, le réseau des conservatoires est un des principaux signataires d'ORE, mais il y a d'autres ORE qui se mettent en place. Et donc c'est quelque chose qui est, on pourra en rediscuter, mais qui est complémentaire au bail rural environnemental en fait. Il faut être propriétaire, faut qu'il y ait des engagements des deux parties. Donc les engagements du propriétaire, elles sont plus libres que dans un BRE, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin, c'est volontaire, on définit, tant que ça reste dans le champ de la protection de la biodiversité et de l'environnement, on met ce qu'on veut dedans. Elle s'applique à un bien, mais qui peut être, on peut faire une ORE pour protéger un arbre ou une mare, jusqu'à faire toute l'exploitation quand on est dans un contexte agricole. Ça, il n'y a pas de. Ça peut être un bâtiment pour protéger je sais pas, un grenier où il y a des chauves-souris qui nichent. L'ORL peut faire concerner que ça. Donc ça reste un objet très souple, mais qui doit être notarié. Donc c'est un acte authentique qui est obligatoirement fait sous notaire pour gréver cette obligation à la propriété, être transmissible. Euh, c'est régi par le Code civil avec la liberté et la souplesse au niveau de la rédaction du contrat. On y met ce qu'on veut. Donc, nous, la Fédération des conservatoires, il y a des juristes qui ont travaillé sur des modèles, donc on a des exemples d'ORE, mais on peut y mettre ce qu'on veut dedans tant qu'on définit des engagements réciproques, une durée et des modalités de révision. Donc voilà. Par contre, la particularité quand on est dans un contexte agricole de cette obligation réelle environnementale, c'est qu'elle ne peut pas atteindre aux droits des tiers, et notamment quand on a un bail rural, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui veut signer une ORE, mais qui a déjà un bail rural sur son terrain avec un fermier, il doit obligatoirement avoir l'accord du fermier. Alors, la loi dit que donc, il y a une demande qui doit être officielle, sans réponse dans les 2 mois, ça vaut acceptation. Le fermier qui refuse, il doit motiver son refus. Après, la loi, elle n'est pas plus précise que ça, donc on ne sait pas forcément préciser ce qui est un refus, un motif valable ou pas, mais bon, dans les faits, il faut qu'il y ait du dialogue et qu'il y ait un accord du fermier pour signer une ORE, c'est toujours mieux. Voilà, et du coup, ça peut s'articuler aussi, euh, notamment on parlait avant du choix entre bail rural et ORE, bah, il peut avoir les deux à la fois pour un propriétaire qui veut être sûr d'inscrire en fait une obligation environnementale dans le temps. Un bail rural, ça va durer 9 ans, 18 ans. Bah, l'ORE, elle peut couvrir une plus longue période et, et, se, et orienter des bails ruraux successifs qui sont signés après, quoi. Euh, voilà, donc dans un cadre agricole, elle peut s'appliquer de différentes façons, hein, dans les exemples qu'on a en France actuellement. Et puis on va avoir un cas là avec Séverine après, mais ça peut être dans un cadre de préservation d'un espace naturel ou d'un enjeu spécifique. Donc là, c'est un agriculteur qui volontairement va gréver des obligations. Donc par exemple, ça peut être de maintenir l'agriculture biologique, de maintenir les haies, de maintenir une zone humide sur son exploitation, donc une portion de la totalité. Donc maintenir un patrimoine déjà existant en s'obligeant à faire certaines choses qui le préservent, donc pas retourner les terrains, pas mettre d'engrais, faucher à telle période. Et on aura des engagements d'un co-contractant en face qui seront de faire un suivi scientifique, apporter du conseil, aller chercher des financements pour faire des travaux de restauration. Donc voilà, ça, les engagements de l'association, de la collectivité, elles sont pas définies dans la loi, elles sont obligatoires, mais c'est aux co-contractants de les définir. Donc ça peut être, dans le cas des collectivités, dans certains cas, une compensation financière, mais la plupart du temps, c'est plutôt un engagement de conseil technique, de, euh, de travaux, de contribution à des travaux d'aménagement ou de suivi scientifique. Ben, pour notre part, au niveau conservatoire, c'est plutôt ça. Euh, et les ORE, elles sont utilisées aussi par des propriétaires agricoles dans un cadre de transmission pour
préserver sur le long terme, c'est-à-dire j'ai planté des haies toute ma carrière, je mets une ORE de non-destruction des haies sur ma propriété pour 99 ans, quelles que soient les transmissions successives. Voilà, cette ORE elle perdure avec des clauses de révision qui peuvent être inscrites dedans pour rediscuter entre les co-contractants. Euh, voilà, donc ça se développe, ça se met en place dans ces contextes-là. On en a quelques-unes en région qui ont été signées hein, qui peuvent être par des collectivités publiques, par des propriétaires privés. Bon, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin là sur la présentation. On va peut-être laisser Séverine, donc, qui nous vient de loin d'Ariège, mais témoigner aussi sur sa ferme, comment ça s'est passé et pourquoi une ORE. Je ne sais Oui, pas, Émilie. bonjour à tous. Donc, Séverine. Je suis installée en effet au nord de l'Ariège depuis 2003 sur une petite structure puisque l'exploitation fait 6 hectares. Et je produis des légumes, des fruits et des PPAM. Voilà. Donc, moi, je suis à la base, je viens pas du tout du milieu agricole. J'ai été journaliste pendant 12 ans avant. Et quand j'ai acquis la ferme en 2003, c'était une page blanche, quoi, vierge complètement. C'est-à-dire c'était une ruine avec 6 hectares et pas un arbre, pas une haie. Et d'après les premières analyses de sol qui avaient été effectuées, un taux de matière organique inférieur à 0,5%. Donc le laboratoire d'analyse de sol m'avait dit, à part de la vigne et encore, rien ne poussera. Donc on a retroussé nos manches et puis voilà, je me suis lancée dans cette fabuleuse aventure et donc j'ai planté un peu plus de 4 kilomètres de haies. Et mes méthodes de production dès le départ étaient d'avoir comme allié principal la biodiversité qui était en fait à remettre en état et à relancer quoi, complètement. Donc ça, c'est pour présenter un peu la ferme et un petit peu son historique. Et puis en 2018, j'ai eu un incident de parcours, c'est-à-dire que dans une de mes serres, je me suis fait mordre par une vipère. J'ai été hospitalisée, enfin j'ai failli y passer. Et en rentrant sur la ferme, j'ai vu des paysans du coin qui essayaient de tuer cette fameuse vipère qui m'avait mordu. Et donc je me suis inquiétée de savoir qu'est-ce que je pouvais mettre en place sur la ferme pour empêcher voilà, des intrusions. Alors évidemment, je ne l'ai pas trouvé, mais par contre, je suis tombée sur l'ORE qui m'a semblé être en fait un bon moyen de pouvoir pérenniser tout ce que j'avais mis en place sur la ferme. Et c'est comme ça que en 2010, fin 2018, début 2019, j'ai contacté l'ANACEN d'Ariège. Et là, ça a été quand même pour entre le premier contact avec le Conservatoire d'espaces naturels et la réalisation réelle de l'acte, il s'est écoulé un peu plus de 2 ans. On a eu beaucoup de problèmes pour trouver un notaire qui était susceptible qui était d'accord de rédiger l'acte et de le contractualiser. Finalement, c'est d'ailleurs la juriste de la Fédération des espaces naturels qui nous a quasiment rédigé l'acte parce que la notaire elle-même n'y arrivait pas. Voilà, que dire d'autre? Je ne sais pas si dans ma présentation, je... Hmm. Euh, oui, peut-être. Donc, du coup, tu as été aidé par la juriste. Toi, tu avais trouvé, juste en regardant un peu enfin, en documentant à droite, à gauche, En regardant ou sur c'est. Internet, oui, oui, Ouais, oui. Hmm. d'accord. Ok. En tombant sur des articles spécifiques. Exactement. Ouais. Et pour le Conservatoire d'espaces naturels d'Ariège, c'était aussi une première, puisque bon, eux étaient au courant de l'outil, mais ça a été la première, quoi, en Ariège. Oui. Donc on a un peu servi de cobaye au dispositif. Ferme pilote. Il y a Marie qui veut te poser une question. Euh, oui, du coup, vous me disiez du coup que l'ORE, pour sauvegarder ce que vous avez mis en place sur la ferme, mais enfin, en détail ou plus spécifiquement, du coup,
Ce qui est écrit dans l'acte, c'est la préservation de la ferme ou c'est détaillé sur différents Oui, non, aspects c'est détaillé en effet. Donc, en effet, Alors, on a longuement hésité au moment de la rédaction de l'acte si on mettait respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et puis, on s'est dit que ben, ce cahier des charges pouvait évoluer dans un sens comme dans l'autre. Donc, du coup, on a vraiment extrêmement détaillé. Ça veut dire pas de labour, pas d'engrais de synthèse, pas de... Enfin, voilà. Préservation des haies, préservation, parce qu'en fait, il y a une mare qui est plus que centenaire en Haute-Coteaux. Je suis installée sur une sorte de, ouais, sur un coteau dans le Piémont pyrénéen. Euh, Donc, il y a eu toute une restauration avec le Conservatoire d'espaces naturels de cette mare, préservation de cette mare. Enfin, bon, il y a eu tout un. Enfin, dans l'acte lui-même, acte d'ailleurs qui a été. Enfin, on a signé pour une durée de 99 ans, avec un détail, en effet, des pratiques autorisées et celles qui étaient interdites, quoi. Euh, et du coup, comment ça se passe avec le co-contractant, à savoir les espaces naturels? C'est quoi le deal entre vous? Eh ben, c'est super. Dans un premier temps, il y a eu la première année, en fait, même avant même la contractualisation de l'acte, il y a eu un début d'inventaire et puis ensuite qui a été vraiment approfondi après la signature de l'acte, un inventaire de la faune, de la flore, et puis la mise en place de tout un programme de différentes pratiques aussi comment? Pour viser à restaurer ou à maintenir la biodiversité en place. Donc, par exemple, je mentionnais là, la restauration de la mare, ça a été effectué dans ce cadre-là. Là, on est en train de voir pour l'année 2026, en effet, l'implantation de plantes, de plates-bandes fleuries mellifères. Enfin, voilà, il y a plein de... Et du coup, oui, le conservatoire, lui, j'imagine qu'il s'est engagé dans l'acte à suivre ses travaux de restauration, à rédiger la notice de gestion et à faire un suivi scientifique avec vous. Ça doit être. Tout à fait, oui, Oui. oui. Mm. Avec une Ok. notice de gestion en effet très détaillée. Et là, je crois que c'est jusqu'en 2028, même si en ce moment, comme au niveau des financements, il y a un peu des serrages de vis un peu partout. On est en train de revoir un peu à la baisse de ce qui avait été programmé, mais ouais. Euh, Après, moi, j'avais une petite question qui doit être posée quand même régulièrement. Au-delà du fait, du coup, que tu es propriétaire, donc ça, c'était pas trop un frein pour l'ORE. Tu es plutôt, du coup, avancé et expérimenté. Donc, tu as un moment pensé à transmettre. Est-ce que l'ORE t'a pas paru un peu complexe à, à aborder dans le cadre de ta transmission future? Enfin, si tu te poses la question de ta transmission déjà, et puis Je me pose si la pour question de toi, il la... n'y a pas de souci par rapport à ce fait-là. Alors, je me pose la question de la transmission. Au contraire, pour moi, ça a été presque un soulagement de me dire, enfin, je reprends un peu ce que disait Jean-Luc, que tout ce qui avait été mis en place pour justement que les sols retrouvent une vie, qu'il y ait, enfin, tout le travail de biodiversité, c'est pas été fait en vain, entre guillemets, sur une courte ou une moyenne durée, qui est la durée d'une existence, voilà, mais que ce sera justement potentiellement durable avec le successeur ou la successiste. Mm. Mm. Après, c'est vrai que ben, ne serait-ce que quand on a signé l'acte, la notaire qui était vraiment normalement, la signature de l'acte, on avait prévu, on se dit ça va durer 1 heure, ça a duré plus de 3 h 30 parce que toutes les 5 minutes, elle nous disait, mais vous vous rendez compte que vous signez pour 99 ans, quoi, ça va, c'est compliqué. Elle avait beaucoup de mal, quoi, à l'admettre. Et au contraire, on lui disait, ben non, pour nous, c'est un soulagement. C'est au contraire. Ah, Et elle c'est avait là. peur pour l'espérance de vie, c'est ça? Je disais en Pardon? souriant. Oui, non, mais elle nous disait, mais vous vous rendez compte que Bien sûr. vous. Oui. Et pour elle, ça allait être un frein aussi au niveau transmission, parce qu'on ne pourrait pas transmettre à n'importe qui, Ouais. qu'il fallait que les gens soient dans la même optique que nous, et que de toute façon, notre bien allait perdre au moins un tiers de sa valeur. Du fait de ce à quoi je répondais, vous savez, peut-être que d'ici 10-15 ans, au contraire,
une terre qui est vivante et ce sera un bien. Enfin bref, on n'était pas du tout dans la même philosophie. Ok. Merci beaucoup, Séverine. Est-ce que ça réagit? Est-ce que vous avez des questions, des interventions à faire? Est-ce que ça suscite des questionnements, même des réactions, hein? Oui, Raphaël? je me permets de prendre la parole. Oui, moi, c'est sur la différence entre l'ORE et le BRE, du coup, mais ce ne sera pas forcément, du coup, toi, Séverine, qui pourra nous répondre, mais je veux dire, Bah, voilà. déjà, l'ORE, en fait, là, c'est bien le cas de Séverine, c'est que c'est le propriétaire qui se l'applique à lui-même, c'est un propriétaire exploitant. Déjà, pendant la durée de sa carrière, il s'oblige en quelque sorte. Alors, là, Séverine est comme plein de cas, nous, auxquels on est confronté, c'est des gens volontaires. L'avantage, c'est que ça ancre ça dans le temps, dans l'après, ce que fait pas un BRE. Un BRE, c'est la négociation directe avec son fermier. Euh, mais tu peux pas le décider 20 ans avant ta transmission, quoi. Là, à 40 ans, tu peux signer une ORE qui s'applique 99 ans. Et au moment de la transmission, si tu fais un bail, eh ben, tu feras un bail rural qui intègre les clauses environnementales qui sont déjà dans l'ORE. Ça s'articule un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, et par exemple, on a des propriétaires. Là, on a un agriculteur dans la Somme qui, lui, sur son exploitation, il a une zone humide, alors, qui n'est pas exploitée, hein, c'est un marais, mais c'est un agriculteur qui est aussi ornithologue, il veut le préserver. Il va signer une ORE avec le conservatoire pour préserver cette zone-là qui est une forte biodiversité. Sur le reste de sa ferme, il réfléchissait éventuellement à un BRE. Ben, ça peut être aussi dissocié en fonction des surfaces, mais c'est pas exactement le même objet, quoi. L'ORE et, et le BRE, c'est ce que disait aussi Jean-Luc, en fait, ce qui l'avait peut-être un peu inquiété du coup, c'est qu'il y a une personne morale qui vient garante en fait du suivi en fait de cette ORE, c'est-à-dire que enfin, nous, conservatoire, quand on signe une ORE, c'est-à-dire qu'on met en place une notice de gestion, on fait un suivi scientifique, on va contribuer aux travaux sur la ferme. T'as pas ça dans un BRE qui est juste entre le propriétaire et locataire. Bon, pour dire un peu les différences. Je sais pas si ça répond à ta question. Donc, il n'y a pas de contrôle extérieur dans un BRE et forcément, c'est quand on renouvelle un bail. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un bail et s'il y a un bail qui est signé avec en transmission, est-ce que du coup, ensuite, euh, il faut renouveler un bail de la même nature, c'est-à-dire à clause environnementale pour que ça continue? C'est ça? Ah, c'est surtout qu'en cas de cession du foncier, euh, nouveau propriétaire, alors, après il y a les conditions de renouvellement du bail, mais le nouveau propriétaire pourra faire ce qu'il veut, entre guillemets, de son bien, et changer le bail environnemental en bail, ou reprendre le foncier à son titre pour l'exploiter directement. S'il y a juste un bail rural, en fait, il n'y a pas d'obligations qui sont liées au bien dans un acte notarié. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à être assez clair là-dessus, mais l'ORE, ça veut dire elle va s'appliquer même en cas de vente. Alors, Séverine, si elle vend son bien à sa retraite, l'obligation réelle environnementale, elle suit le bien pour le nouveau propriétaire. Et du Et coup, sinon, c'est pas le cas du BRE, du coup? S'il y a une vente, le bail potentiellement ne sera plus le même et du coup, ça sera plus la même chose. bah, si le terrain est racheté par un agriculteur qui va l'exploiter en direct, ça casse. Il n'y a plus de bail et puis il fait ce qu'il veut du terrain, quoi. Le bail rural, les clauses environnementales du bail, elles sont liées à l'acte bail. Une fois que le bail s'arrête, s'il y a changement de bail ou quoi, les clauses sont revues. Donc tant que c'est le même propriétaire, Jean-Luc qui a son bail rural, si son repreneur décide de céder sa ferme ou quoi, il sera toujours propriétaire, il négociera il gardera ses mêmes clauses. Après, s'il vend ses terrains, à un moment ou un autre, eh ben, les clauses environnementales,
il n'a aucune garantie de pérennité de ces clauses dans le temps, quoi. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Pascal? Il y a Pascal. Oui, bonjour à tous. Si. Je voulais dire comment au niveau de l'or, on dit bon c'est vrai que la durée peut paraître impressionnante, mais ça reste un contrat. Donc je pense qu'un contrat, on peut le modifier du moment que toutes les parties sont d'accord. On a la même garantie, puisque, admettons, si c'est avec le conservatoire, on a la même garantie environnementale, mais s'il y a une modification à faire et que le conservatoire dit c'est OK, eh ben, ça continue. Je pense que ça doit marcher comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme quelque chose de complètement figé. C'est figé dans l'esprit du écologique, on va dire, mais c'est pas le lieu n'est pas totalement figé, quoi. Et effectivement, on parle de 99 ans, c'est un maximum. On peut faire une ORE sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Ça, c'est au choix. C'est vrai que quand on est dans une optique pour beaucoup de propriétaires de pérennisation des efforts qu'on a fait, on veut mettre la durée maximale. Mais nous, on a signé des ORE avec des agriculteurs sur la durée de leur carrière en disant, bah, vous renégocierez avec mon successeur derrière pour la suite, quoi. Ça, c'est aussi un autre choix. Et après, effectivement, dans l'ORE, il y a toujours un article sur les clauses de révision et d'un commun accord, on peut réviser. Et même s'il y a des accords ou quoi, alors, après, c'est un contrat de droit civil, donc ça va devant les tribunaux s'il y a un constat de dégradation ou quoi. Mais ça peut être aussi de la résiliation à un moment si les deux parties sont plus d'accord, quoi. Donc, effectivement, tu as raison, Antoine, hein. Ça reste quelque chose de souple, mais c'est pas ancré dans le marbre. Ça se révise, ça se modifie. Les notaires sont effectivement assez prudents. Alors maintenant, ça commence à se développer un peu plus. Il y a eu un travail entre la Fédération des conservatoires et l'Ordre des notaires qui permet de clarifier des modèles un peu plus détaillés. Là, il y a un guide, un recueil d'expériences très détaillé qui vient d'être publié là justement en lien avec des experts juridiques. Donc c'est assez juridique, mais ça commence à se préciser le contenu des ORE. Donc voilà, on commence à avoir un outil qui permet d'être un peu plus serein que les premiers qui ont été faits. Parce que c'est expliqué Séverine, on a eu le cas aussi chez nous, hein, les notaires, il y a encore 3 ans, étaient très, très frileux parce que ben, c'est des juristes et que quand c'est un objet qu'ils ne connaissent pas bien, ils sont hyper prudents, quoi. Donc là, ça commence à aller un peu mieux. On mettra dans l'envoi du PowerPoint des documents complémentaires aussi sur BRE, ORE, pour que vous ayez aussi un peu de matière. Et du côté des co-contractants, donc du coup le CEN, c'est la dimension 99 ans, c'est pas trop problématique. Enfin, ça vous a pas posé question au début? Et est-ce que ça pose question à d'autres structures qui sont co-contractantes? De nous engager sur la. Ouais. Alors, nous, en tant que conservatoire, on travaille sur la biodiversité, donc on a une vocation à vouloir préserver les choses sur le plus long terme possible, hein. Et c'est un peu tout l'objet là, des discussions qu'on a dans le cadre du projet, c'est se dire, malheureusement, pour la biodiversité, la durée d'une carrière agricole, c'est pas suffisant si on détruit tout à la fin. Donc, nous, on espère être là encore dans 99 ans et puis pouvoir continuer à accompagner. Et puis encore une fois, dans les clauses de révision, s'il y a disparition de la structure, ça fait tomber le contrat. Bon, ça c'est des contrats qui peuvent se transmettre à d'autres structures. Il y a aussi des clauses comme ça. Donc nous, on sera toujours plus sécurisé plus les conventions qu'on a, plus elles sont sur le long terme, mieux on peut s'engager, mieux on peut justifier auprès de nos financeurs que c'est pérenne et qu'on peut faire des travaux de restauration. Par exemple, on fait de moins en moins de travaux de restauration, bah, engager de l'argent sur quelqu'un qui s'engage que sur 10 ans, par exemple, dans un contrat avec nous. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe dans 10 ans et qu'on va mettre restaurer une mare, planter des haies, poser des clôtures, ce qu'on peut faire avec des paysans, ça coûte de l'argent, donc on a besoin d'un engagement sur du long terme aussi, quoi. Ok.
Mais c'est vrai que ça peut être engageant aussi pour les structures de dire je mets des moyens quand même, humains, matériels, sur toutes ces années-là. J'imagine que si les ORE se démultiplient par centaines, ça va être compliqué après de pouvoir gérer toutes ces demandes-là. Bah, effectivement, là, je sais que dans le réseau des conservatoires, nous, on n'a pas non plus des centaines de propriétaires qui viennent nous voir encore. Je sais que sur d'autres territoires, notamment bah, en Occitanie ou dans le Pays de la Loire, où ils ont beaucoup travaillé sur les ORE, là, ils ont plutôt c'est des arbitrages au niveau de bah, à quel moment on y va, est-ce que les enjeux de biodiversité justifient que le conservatoire y mette des moyens ou pas, parce qu'on ne peut pas suivre forcément tous les projets de propriétaires. C'est vrai on est quand même régulièrement questionné par des propriétaires privés, pas forcément agricoles, de dire comment je peux protéger ma petite parcelle. J'ai un demi-hectare derrière chez moi, un hectare, je vais en faire une réserve. Bon, nous, on n'a pas actuellement les moyens d'aller sur toutes les propriétés privées pour faire de la protection, quoi. Donc, ça peut être là où il peut y avoir des arbitrages, mais en tout cas, on cherchera toujours des moyens d'accompagner les gens qui sont intéressés par ces objets-là, quoi. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à Séverine ou Séverine, est-ce que tu veux compléter ou réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, je voulais juste me rajouter par rapport justement au travail, puisque là, du coup, on est en cogestion sur les 6 hectares de la ferme avec le Conservatoire d'espaces naturels. C'est vraiment un travail, enfin moi, que je trouve que j'ai trouvé très, très fructueux et très dans l'échange. Bon, moi, je travaille en traction animale avec des chevaux, donc c'est vrai que le conservatoire m'a aidé aussi à mettre en place tout un pâturage tournant sur les prairies sèches. Tu parlais, Mathieu, de la mise en place de clôtures, etc. C'est vrai que bon, il y a eu vraiment un travail conjoint que j'ai trouvé très, très positif. Et vraiment, après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le même positionnement et c'est des regards croisés entre les naturalistes qui viennent faire un inventaire, je pense à la faune et notamment à tout ce qui est insectes et autres. Et moi qui suis à la recherche, en effet, enfin, notamment au niveau de la faune des insectes, on ne travaille pas du tout sur les mêmes. C'est très rigolo, quoi, de voir. Et c'est très enrichissant. Il peut y avoir de temps en temps des petites tensions, hein, on recadre, on discute et c'est chouette, vraiment. Dialogue, toujours du dialogue. Tout à fait. Super. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie beaucoup, Séverine, Avec plaisir. d'avoir témoigné depuis l'Ariège. Ah, il y a Raphaël. Oui, Vas-y, Raphaël. une de mes questions, c'était Jean-Luc ou Séverine, est-ce que est-ce que vous êtes engagé ou en tout cas, est-ce que vous connaissez le réseau Paysans de Nature? Et est-ce que vous êtes dedans? Voilà, c'était juste une petite question par curiosité. Pas du tout, Raphaël, je suis désolée. Bah, moi non plus. Je me suis aussi. Bon, pas du tout. Et il y a Antoine. Il n'y a pas ton micro, Ouais, Antoine. est-ce que on fait Il une faut le temps aparté que je sur Paysans cherche. de Hein, Nature? Ou, Hum. ou est-ce qu'on met de la doc sur Paysans de Nature Oui, c'est ce qu'on va faire. ou peut-être on peut Raphaël, l'aborder à la fin ouais. pour libérer Ouais. les personnes plus ou moins à l'heure, parce que là on a un peu de retard. Surtout Mais si c'est vous une êtes très bonne question. surtout si vous êtes avec le Conservatoire d'espaces naturels. Là, D'accord. bah, si vous adhérez à Paysans de Nature, enfin, bon, il faudra leur envoyer la doc, mais Paysans de Nature demande, c'est une association qui vise à Faire un partenariat avec une association voilà, telle le Conservatoire d'espaces naturels. ou un parc naturel, c'est possible aussi. Donc, Et après, cette association, elle vise au réensauvagement de la ferme, donc vous êtes tout à fait dedans. Hein. mais oui, alors nous, on a adhéré ici en début d'année. C'était je dirais, bon, on est en bio depuis 2008, mais c'est parce qu'on ne trouvait pas de réponse par ailleurs au niveau, bon, parce que nous, pour expliquer un petit peu, on est sorti d'un GAEC plus important qui faisait 130 hectares. Maintenant, on est resté sur nos surfaces qu'on a en propriété, donc une cinquantaine d'hectares, et on s'est retrouvé sans bâtiment.
Et ben, c'était un nouveau défi, on s'est dit, bon, ben, on va faire de l'élevage et sans bâtiment. Donc là, on a des vaches laitières, mais qu'on n'a pas de trait cette année parce on s'est dit qu'on était en pré-retraite en attendant des porteurs de projets. Mais donc, on est en plein air intégral et on est passé en pâturage régénératif. Alors, pâturage régénératif, ça peut cacher plein de choses. C'est un peu le mot à la mode, mais disons que c'est la différence avec du pâturage tournant dynamique. C'est du pâturage tournant dynamique. On retourne au moins 6 fois par an, 6, 7 fois par an sur la même parcelle en pâturant, tandis que nous, c'est 2 à 3 fois par an, ce qui nous permet de passer l'hiver avec du stock sur pied. Enfin, c'est tout un autre système, hein, c'est pas voilà. Et donc, et on n'avait pas d'interlocuteur dans ce qu'on appelle du réensauvagement, tout ça, on ne trouvait pas d'interlocuteur. Et quand on a commencé à discuter avec Paysans de Nature, là, on s'est tout de suite compris. Et du coup, parce que par exemple, l'enjeu chez nous actuellement, c'est de remettre notre ferme parce qu'on arrête en mai 2028 normalement. Et on n'arrivait pas à se comprendre avec d'éventuels porteurs de projets parce que ils avaient une vision agricole et ce qu'on nous a expliqué à Paysans de Nature, c'est que nous, on a une vision qui est plus environnementale et, et Et- du coup, on n'arrivait pas à s'expliquer. ouais. Et Alors, d'où aujourd'hui, j'ai presque fini. Donc, il y a Raphaël qui est là, qui est un porteur de projet qui s'intéresse à ce qu'on fait. Et du coup, lui, il est tout à fait dans le cadre, je dirais, parce qu'il n'a pas fait d'études agricoles, il a fait un BTS, gestion et protection de l'environnement. Et quand on discute ensemble, on se comprend. Voilà, j'arrête là. d'accord. Parce que du coup, oui, à ce moment-là, on mettra les liens parce qu'il y a des connexions à faire, effectivement. Mais du coup, on va partir là sur un troisième témoignage. D'abord avec une présentation par Marie d'un troisième outil aussi qui sert à maintenir la biodiversité sur les fermes, et le portage foncier qui est proposé par Terre de Liens. Et puis après, on vous mettra en contact sur ces thématiques-là sans souci. Je m'excuse, mais c'est vrai que du coup, il y a un petit, euh, un petit timing à respecter. Je t'en prie, Oui. Marie. Du coup, je vais être assez rapide parce qu'on a, voilà, histoire de timing et que on arrive à la fin de l'heure qu'on avait prévue. Pour ceux voilà, qui avaient une petite orga autour de ça. Mais donc, Terre de Liens, donc nous, on est une association, enfin un mouvement national. On s'appuie sur une foncière solidaire et une fondation qui est reconnue d'utilité publique pour acheter des terres et faire du portage foncier. Donc, on vient en aide, en fait, soit à des porteurs de projets qui auraient besoin d'un coup de pouce pour s'installer et avoir accès aux terres, ou aussi parfois pour la confortation de paysans et de paysannes qui auraient besoin de plus de terres, mais pas forcément les moyens aussi pour y accéder. Donc, on fait ça en mobilisant, donc je disais, de l'épargne solidaire, du don, du legs ou de la donation. Mais l'idée, c'est qu'en fait, Terre de Liens s'engage à sortir en fait les terres du marché spéculatif, s'engage à ne jamais les revendre. Donc, on leur assure en fait une vocation agricole sur le très long terme. Ainsi, ça peut bénéficier à plusieurs générations de paysans et de paysannes. Et on loue du coup aux paysans et paysannes via des baux ruraux environnementaux. Donc, ce qui fait Terre de Liens aujourd'hui un des principaux prescripteurs de BRE en France. Voilà un peu pour Terre de Liens. Et on fait aussi, voilà, de plus en plus, on travaille en partenariat, notamment, enfin, on peut faire des co-acquisitions, en fait, soit avec des collectivités, mais aussi avec des structures comme comme le conservatoire. Donc, cette année, il y a une co-acquisition, en fait, entre Terre de Liens et le CEN dans le Gard qui est qui est en train d'être faite. Ou, par exemple, dans l'Oise, donc la plus proche de chez nous, on a acquis une ferme cette année ou 2024 ou 2025, je ne sais plus bien, sur une zone de tourbière. Et dans ce cadre-là, on a une convention de partenariat avec le CEN Hauts-de-France
et de l'Océan Normandie, du coup, pour un plan de gestion pour gérer les zones de tourbière. Donc, on réfléchit aussi à ça, voilà, quand on achète les terres. Et autre chose en parallèle, c'est que notre fondation, elle a un programme de financement, enfin, elle a un programme pour financer en fait les travaux de mise en place, les diagnostics de diversité et les travaux de mise en place après d'infrastructures agroécologiques sur les fermes Terre de Liens. Donc on pousse vraiment, on accompagne les paysans et les paysannes Terre de Liens qui souhaitent voilà, favoriser la biodive sur leur ferme aussi de ce côté-là. Et donc, je vous propose maintenant d'écouter Didier, qui est arboriculteur à Haut-Ain, dans le Nord, euh, qui va nous raconter aussi, témoigner son expérience. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Ok. Donc ici, le verger bio d'Haut-Ain, c'est une aventure qui commence en 1991, quand mes parents, vers l'âge de 45 ans, ont envie de changer de vie, retourner à la terre et se rapprocher des racines de ma mère, qui est originaire de Fourmies. Et donc, ils se sont lancés dans l'aventure en rachetant une petite ferme laitière à l'abandon, comme il y en avait assez bien à ce moment-là dans le coin. Donc, la ferme, elle fait à peu près 23 hectares. Moi, je suis venu les aider en tant qu'aide familiale en 93-94. Et je me suis installé sur une partie à mon compte en 2003. Donc, j'ai repris 5 hectares et demi à peu près avec mon salaire différé et j'ai créé une structure à part mais adossée, quoi. Et en 2010, mes parents ont voulu partir en retraite et donc ils ont fait des recherches pour trouver des candidats repreneurs. Et il y a quelques apprentis agriculteurs qui ont voulu se tester. Donc, ils ont fait un contrat avec à petits pas pour faire un test et on a commencé à monter un projet ensemble pour le rachat des terres par Terre de Liens. Et donc, l'accord a été obtenu et on a fondé en 2011 avec le rachat des terres de mes parents ainsi que donc, ces terres, vergers et bâtiments d'exploitation. Ça a été racheté. Moi, j'ai conservé mes terres que j'ai mis dans la société. Donc, on a commencé à 3, donc avec ma compagne Anne Lamblin, qui est arrivée sur ce moment-là, et Sébastien Baudel, qui quelques années plus tard a quitté la SARL pour fonder les jardins d'Eugénie un peu plus loin, parce qu'il a eu l'opportunité d'avoir un peu de terre et puis de faire comme il voulait, tout seul. Donc là, on se retrouve en couple avec des ouvriers, donc principalement des cultures fruitières, avec de la transformation sur place, et puis un peu de maraîchage et des moutons. Alors, pourquoi avoir fait appel à Terre de Liens? Parce que moi, je n'avais pas envie de racheter du foncier. Et je trouvais que mes parents ayant commencé à partir de zéro, ils ont commencé à planter et tout ça. Et il y avait besoin de passer une étape au niveau de la ferme, au niveau du matériel, au niveau du personnel. Et donc, on ne peut pas à la fois investir sur les terres et investir sur le développement. Et après, on est bien content d'être sur une ferme Terre de Liens dans l'idée où, comme ça, tout ce qui a été fait depuis mes parents et puis par nous au niveau du respect de la nature, ça va continuer après nous, quoi.
Je sais pas ce qu'il y a, quelles seraient les autres questions. Pardon. Merci Didier. Je ne sais pas si du coup ça soulèverait des questions parmi vous. Euh, Peut-être, c'est quoi les étapes, du coup, pratico-pratique, Les étapes, pourquoi? pour contractualiser, donc du coup, pour que la ferme passe sous le giron de Terre de Liens? Eh bien, il fallait construire un projet, donc voir l'existant, de ce qu'on allait pouvoir mettre en, voir si ça pouvait tenir économiquement, hein. Euh, et puis montrer que le groupe euh, avait une certaine cohésion pour pouvoir mener mener la ferme. Donc le fait que ben, moi j'étais déjà installé sur la ferme ou à côté, ça a beaucoup rassuré l'équipe Terre de Liens qui a examiné notre candidature. Parce que à ce moment-là, ben, Terre de Liens n'était pas encore beaucoup arrivé dans le Nord, en tout cas pas à ce niveau de racheter une ferme entière, quoi. Mm. Sur un projet collectif, alors le collectif, ça fait toujours un peu peur parce que ben, un collectif, ça peut très vite éclater. On a bien vu avec Sébastien, on a eu des tensions et il est parti parce qu'il a eu l'opportunité, mais aussi parce que les tensions étaient devenues très difficiles à gérer. Euh, donc on est passé en commission une paire de fois et puis donc le projet de départ était sur un groupe de 6-7 personnes. Et quand on a dit ben, que pour finir, on serait plus que 3, le projet est devenu plus facilement acceptable. En tout cas, avec moins de peur. Et donc, de toute façon, on est quand même, avec les salariés, on a quand même arrivé à nos 7 personnes, hein. Donc, l'idée du départ au niveau du développement, elle tenait la route, quoi. Mais là, il n'y a plus 7 personnes qui dirigent, il y a maintenant 2 personnes qui dirigent et puis 7 personnes qui en vivent, quoi. Mm. Oui, donc il y a des passages sous couvert de commission où le salarié Terre de Liens, c'est ça, présente le projet? Ouais. En Ouais. fait, aujourd'hui, comment ça se passe? C'est le fermier ou le porteur de projet qui contacte l'équipe salariée. Donc, nous, on est répartis par territoire. Donc, le porteur de projet ou le fermier contacte le salarié référent. On discute du projet, on visite les parcelles ou la ferme et tout ça. Et ensuite, on le présente dans un premier temps à un premier comité d'engagement régional euh, et qui est composé de bénévoles de l'association, mais qui ont un regard plus ou moins enfin, expert sur le sujet, mais ce qui nous permet en fait d'avoir un, voilà, un regard aussi un peu extérieur et de poser des questions auxquelles nous, salariés, en ayant la tête un peu dans le guidon et en ayant, voilà, en voulant soutenir et accompagner le porteur de projet, en ayant peut-être des questionnements auxquels on ne penserait pas. Donc l'idée, c'est de discuter ensemble sur le projet pour voilà, s'assurer que ça rentre dans les valeurs et dans le projet de Terre de Liens au global, au national. Et ensuite, on monte un dossier d'instruction qui sera présenté au comité d'engagement national, qui est là composé d'experts, différentes personnes, différents horizons, pas mal d'anciens agriculteurs et agricultrices, des personnes qui étaient voilà, engagées dans des structures techniques et qui, eux,
donné un avis consultatif, mais qui ont étudié les projets beaucoup plus en profondeur, échanger avec le salarié de l'association s'ils ont des questions et valider ou non l'acquisition par soit la foncière, soit la fondation Terre de Liens. Et ensuite, une fois que tout ça c'est validé, qu'il y a signature chez le notaire, il y a mise à bail avec un bail rural environnemental où on discute ensemble des clauses. Et puis ensuite, tout au long de la vie et de la carrière du fermier en place, il y a des échanges avec Terre de Liens, surtout avec l'équipe et l'association territoriale du territoire où se trouve la ferme. Il y a un suivi, une veille qui est effectuée par Terre de Liens sur les fermes un peu plus spécifiquement. C'est ça. Ouais. C'est chouette aussi parce que du coup, ça fait du réseau toujours présent, quoi. Oui, puis ça fait du lien entre, si on regarde vraiment bailleur et preneur, il n'y a pas toujours du lien. Ça permet aussi de comprendre, voilà, s'il y avait si il y a des difficultés qui sont rencontrées, le fait de créer cette relation avec le fermier qui est en place, ça permet aussi de mieux se comprendre et puis proposer ensuite des solutions qui sont vraiment adaptées. Enfin, il y a vraiment ce côté humain qu'on garde, quoi. Terme de lien. Est-il dans tous les cas à 100%? Ouais, attends, c'est ça? Est-ce qu'on est propriétaire à 100%? C'est ça la question? J'ai perdu le fil de la conversation. Oui, c'est ça. Terrien est-il dans tous les cas propriétaire à 100%? Nous, on va être propriétaire à 100% de la parcelle, là ou des parcelles ou des bâtiments qu'on achète. Après, parfois, on n'est pas propriétaire de la ferme en entier. Là, par exemple, dans le cas de Didier et des vergers, on n'est pas propriétaire de 100% du foncier aujourd'hui. Parfois, c'est voilà, ouais, on peut avoir juste une parcelle sur l'ensemble de l'exploitation. Donc ici, dans notre cas, on a de l'ordre de 17 hectares qui appartiennent à Terre de Liens, plus les bâtiments d'exploitation. Et donc moi, j'ai conservé 5 hectares et demi avec promesse de vendre à Terre de Liens en préférence. Et donc, on a un bail rural environnemental concernant l'agriculture biologique, le maintien des haies, des zones humides et des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça soulève d'autres questions. Vas-y, Mathieu. Je vais laisser la parole à Séverine. Ah oui, Séverine, pardon, vous êtes arrivée en même temps. Non, c'était juste une question de savoir si toutes les terres qui appartiennent à Terre de Liens sont toutes soumises aux bails ruraux environnementaux ou pas? Oui. Oui, d'accord. Oui. L'idée, c'est que du coup, nous, on va considérer déjà le projet seulement si c'est un projet en agriculture bio. Et ça va faire partie des clauses qui vont être mises dans le BRE. Et quand on est sollicité sur des fermes par des fermes qui ont, je sais pas, par exemple, qui seraient mixtes, donc avec du bio et du non bio, souvent euh, au niveau du national, de la foncière de la fondation, ils demandent à ce que l'entièreté passe en bio. Donc nous, à ce moment-là, on n'a pas de BRE on a des BRE que sur les surfaces qui nous concernent, mais on incite aussi à la conversion en parallèle, quoi. D'accord, merci. Alors, du coup, Mathieu, tu avais une question. ouais, je voulais réagir, mais c'est aussi dans la progression de ce qu'on vous a présenté, c'est aussi une question de pas de temps entre le BRE, qui est sur la durée d'un bail, l'ORE, on disait qu'on allait jusqu'à 99 ans. Quand on parle de terres qui rentrent dans la foncière ou la fondation Terre de Liens, mais c'est pareil, maintenant il y a une fondation des conservatoires qui peut recevoir des terrains.
on rend des terrains invendables, inaliénables. Là, c'est du très très long terme, c'est que ces fondations. Surtout quand c'est attaché à une fondation, c'est qu'on peut, imaginons que l'association conservatoire ou quoi disparaisse, la fondation, elle existera toujours et il n'y aura pas de vente. Donc là, on garantit la pérennité des engagements environnementaux sur du très long terme et on espère au-delà des 99 ans, même d'une ORE, quoi. Donc après, pour un propriétaire, c'est le stade ultime, c'est que on abandonne sa propriété, quoi, au profit d'un bien commun, quoi. C'est un peu ce qui est porté par Terre de Liens. Est-ce que nous, on porte aussi voilà, la nature et le foncier agricole, c'est bien un bien commun. Donc bah, après, ces outils s'articulent les uns avec les autres, quoi, mais et voilà. Et je sais pas si ouais, il y avait encore des questions, parce que là, on arrive un peu sur la Ouais. fin. Mais Alors, au niveau du chat, on n'a pas de questions. ouais, Ok, parce bah, que on va peut-être avancer du coup. ouais. Mais du Merci Il y a coup, beaucoup, aussi, il y a aussi Didier. l'idée que Terre de Liens, c'est une association de citoyens. Donc, il y a la nature, le fermier et les citoyens qui supportent ou qui portent le projet, quoi. Donc, il y a les trois volets, quoi. Oui, effectivement, c'est merci de le important. préciser. Et alors, je sais pas si on arrive déjà à la conclusion là, je pense, mais et, et du il y a un micro d'ouvert. Et mais juste, je voulais revenir un petit peu, alors sans relancer le débat qu'on pourra mener à un autre moment sur Paysans de Nature, mais effectivement, là, c'était l'objet du séminaire, de ce webinaire, on a parlé plutôt d'outils juridiques voilà, qui concernent les propriétaires, mais effectivement, et on l'a bien identifié dans le projet, il y a un volet d'action indispensable pour ancrer dans le long terme la biodiversité, c'est de travailler auprès des candidats à l'installation, des repreneurs, et c'est aussi le projet de Paysans de Nature d'accueillir des stages, d'amener des jeunes engagés pour la nature à s'installer paysans. Alors je pense que c'est le cas peut-être de Raphaël. Et effectivement, c'est un volet d'action aussi hyper important qu'on a bien en tête dans le projet et qu'on discutera à d'autres moments. Ce projet porté par Paysans de Nature d'amener des jeunes avec un engagement fort pour la nature et l'écologie à devenir paysans pour transformer l'agriculture. C'est un peu l'ambition aussi de Paysans de Nature qui est intéressante. Du coup, tant que je suis sur les suites, je ne sais pas si tu peux passer la diapo suivante. Non, il n'y avait pas une diapo après, Marie? Ah si, si, pardon. Je pensais que... Euh, Voilà. non, Non, j'ai juste ces deux diapos là. non, mais on ne la voit pas, nous, en fait. Ah, vous la voyez pas? Bah, on voit conclusion. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je peux. Voilà, mais Non? pour vous. Non, ouais. Alors là, du coup, tu es arrivé à. Désolée. Voilà, c'est bon. Donc, juste pour vous dire que voilà, c'était un projet sur un an, mais là, on a déjà déposé la suite et on va continuer à travailler sur ces questions du lien biodiversité, agriculture, bio dans les Hauts-de-France, voilà, en continuant là dès 2026 et on l'espère, là, on est en train de voir pour déposer un projet qui partirait jusque 2029 pour continuer à travailler sur à la fois la connaissance de la faune des sols, qui est aussi voilà, un élément de biodiversité essentiel quand on parle d'agriculture. Alors c'est Séverine qui disait tout à l'heure que ouais, les naturalistes, ils s'intéressaient peut-être pas toujours aux mêmes espèces ou quoi que les paysans, et c'est vrai, hein, nous, on a tendance à s'intéresser à des espèces rares, menacées ou quoi. Les paysans, ils vont plus regarder des auxiliaires, des espèces fonctionnelles, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans ce projet, c'est que d'amener les naturalistes à s'intéresser aussi à d'autres groupes, les vers de terre, la faune des sols, les pollinisateurs, et de travailler avec vous là sur les interactions entre les pratiques et la biodiversité, mais aussi faire de la connaissance de biodiversité générale et continuer les actions sur l'engagement entre
les agriculteurs et les dynamiques territoriales, faire des visites de ferme avec du grand public, faire du lien avec les élus locaux et continuer à travailler sur cette question de comment on peut aller sur le long terme dans la préservation de la biodiversité dans les fermes, optimiser aussi les politiques publiques et privées qui permettent aussi de valoriser, voire de rémunérer les agriculteurs engagés pour la biodiversité. Donc, voilà, il y a tout un champ d'action très, très large qu'on va essayer de développer petit à petit, avec pourquoi pas voilà, faire du lien avec le réseau Paysans de Nature, ça fait partie aussi des réflexions. Voilà, et je pense que la dernière diapo, on vous avait mis quelques liens vers des ressources, je pense, disponibles, mais on l'enverra du coup, Marie, le diapo pour que Oui. vous ayez là les liens avec tous ces ouvrages-là, notamment le guide de la propriété foncière de responsable de Terre de Liens qui reprend plein de fiches outils sur tout ce qu'on a abordé et bien au-delà. Et, et des documents sur les ORE là, qui ont été produits par la Fédération des conservatoires. Et puis, je pense qu'on reste toutes les trois structures disponibles pour les paysans qui ont des questions, qui veulent continuer à échanger sur ces sujets-là de maintien de la biodiversité. Je disais, on n'a pas toujours les moyens ou les réponses forcément pour tout, mais en tout cas, on cherchera toujours des solutions pour vous accompagner sur ces questions essentielles du lien biodiversité-agriculture. Voilà, je ne sais pas si Marie, Émilie, vous avez chose à ajouter en conclusion. Non, juste, je voulais remercier quand même les trois, Ouais. ouais, les trois personnes qui ont témoigné, donc Didier, Séverine et Jean-Luc, un grand merci. Oui, moi pareil, un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé, et puis plus particulièrement Séverine, Jean-Luc et puis Didier, et dire également que ces questions relatives à BRE, ORE et puis l'acquisition Terre de Liens, elles sont quand même aussi pas mal transverses aux réflexions des collectivités. On a beaucoup de collectivités, de communes, de communautés de communes aussi qui réfléchissent à cette préservation de la biodiversité et à comment on permet aux terres bio de rester en bio ou du moins à convertir et rester en bio. Donc du coup, ça fait partie aussi des préoccupations des collectivités. On ne l'a pas forcément évoqué parce que ce n'était pas l'objet du webinaire, mais ça fait partie aussi des centres de préoccupation des collectivités avec lesquels on travaille. Du coup, Raphaël, tu souhaitais refaire un point, peut-être? Oui, en fait, je voulais dire que tout simplement, paysans, en fait, c'est hyper intéressant ce que vous proposez et justement, je suis très content d'être là aujourd'hui pour découvrir un peu ce que vous proposez avec AgriBiodiv et que, en fait, de manière complémentaire à tous les outils juridiques qui peuvent être très intéressants, l'apport de paysans de nature qui est assez, dans l'intention qui est très similaire à ce que vous proposez, en fait, c'est de créer une culture autour de comprendre comment relier les structures paysannes, les structures naturalistes et les citoyens pour comprendre à quel point, en fait, c'est grâce à l'agriculture qu'on peut régénérer, on va dire, la biodiversité. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai déjà contacté du coup la coordinatrice de Paysans de Nature dans l'objectif de créer un groupe local dans l'Avesnois, et notamment là, Vianney Janssen, et là, ceux qui ont la ferme des Rennes des Prés, ils se sont inscrits comme paysans de nature, mais du coup, c'est pas du tout, c'est tout à fait complémentaire, et il y a un vrai enjeu à coopérer dans les différents réseaux, à pas travailler, je veux dire, euh, à côté, quoi. Bah, moi, je Ouais. vois ça comme un enjeu assez important pour que ce soit encore plus efficace. Voilà. On est complètement d'accord hein, là-dessus. Ben, tu vois, Vianney, il est en photo là sur la diapo, donc c'est que Ouais. moi, je travaille déjà pas mal avec eux et on a bien ça en tête. C'est vrai que ben, on verra pour intégrer. En fait, Paysans de Nature, il faut que ce soit, et c'est bien que ça vienne de vous, des collectifs d'agriculteurs qui
qui se mobilisent et on viendra en appui, nous, en tant que structure naturalisme. C'est un peu le principe. Et on a déjà prévu dans l'écriture du projet qu'on a fait avec Bio-Hauts-de-France et Terre de Liens, d'inscrire l'appui au groupe paysans de nature qui émergerait dans le projet pour que ce soit nous identifié dans nos financements. Donc, voilà, on trouvera les moyens de travailler ensemble et on l'a clairement en tête parce que, comme tu dis, on n'est on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de moyens pour travailler séparément sur ces sujets-là, en tout cas, quoi. Et autrement, du coup, nous, on a un projet en lien avec l'Association pour une hydrologie régénérative, on a un projet de régénération de rivières assez innovant sur la ferme qui se trouve du côté de Landrecy. Et on recherche notamment à trouver, du coup, notamment pour les suivis de biodiversité. Là, on n'a encore aucun partenaire officiellement. Et du coup, je recherche des contacts dans les universités et tout. Et donc, si vous avez des contacts pour m'aider à trouver des contacts, voilà, je suis preneur. Voilà. Ok, ça marche. Je note, hein, je transmettrai. Tu étais peut-être déjà en contact avec mon collègue Benoît, là, quand il y a eu les visites sur le secteur. Après, nous, c'est vrai qu'on a du mal à assurer tous les suivis qu'on pourrait nous demander un peu partout et à sortir de nos sites parce que les collègues sont un peu débordés. Mais ouais, il faut voir, ou avec des étudiants, des fois des groupes d'étudiants de BTS-GPN ou quoi, ça peut aussi peut-être. Ok. Euh, bon, du coup, on va peut-être vous libérer. Bon. C'est bon pour tout le monde?